Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Eva Santé. Les maladies non transmissibles ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. Elles sont de longue durée et d'évolution le plus souvent lente. Les 4 principaux types de maladies non transmissibles sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Justement, ce soir, nous allons parler de diabète avec notre invité. Il s'agit du professeur Nabi Moussa Baldé. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lema. Le professeur Nabi Moussa Baldé est le chef du service de diabétologie à l'hôpital national d'Onka. Il est le coordinateur du programme maladies non transmissibles et enseignant à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Alors, professeur, je parlais tout à l'heure de maladies non transmissibles. Il faut rappeler que le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool, la mauvaise alimentation et aussi la sédentarité sont incriminés dans les causes ou les facteurs de risque de ces maladies non transmissibles. Et 36 millions de personnes, selon l'OMS, meurent chaque année de ces maladies non transmissibles et 80% c'est dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Alors, quelle est l'ampleur de ces maladies non transmissibles dans notre pays en Guinée? Vous avez raison de souligner tout ce que vous avez dit en introduction. Ces maladies sont fréquentes, elles sont d'évolution en général lente, elles sont pour l'essentiel méconnues. Oui. Et donc, quand on parle d'ampleur, il faut faire attention aux sources des données qu'on utilise pour parler de ces maladies-là. Si vous prenez les statistiques actuelles du ministère de la Santé, vous pouvez avoir l'impression, à partir en tout cas des unités de soins, qu'il n'y a pas un nombre si important finalement de ces maladies chroniques non transmissibles. Si vous faites appel aux enquêtes réalisées au sein des populations, donc qui vont au-delà de la demande de soins, au-delà de la demande exprimée de soins, de la recherche de soins par les malades. Donc lorsqu'on s'adresse à la population, qu'on fait un échantillonnage de la population, on se rend compte que ces maladies sont extrêmement fréquentes. Et par exemple, pour les 2 qui nous concernent plus particulièrement dans l'émission aujourd'hui, le diabète et l'hypertension touche un adulte sur 3. Et le diabète concerne à peu près 6% des adultes. Donc vous voyez que c'est 3 fois plus que le sida, par exemple, pour ce qui concerne le diabète. Et l'hypertension, c'est vraiment parmi les maladies les plus fréquentes aujourd'hui au sein de la population adulte. Malheureusement, et comme vous l'avez dit, pour l'essentiel, ce sont des maladies méconnues, c'est-à-dire des maladies dans lesquelles le problème n'est pas révélé. Les personnes marchent, font leur activité, elles ont la maladie, elles ne savent pas qu'elles l'ont. Et c'est tout le sens de cette campagne de mobilisation sociale dans laquelle nous sommes actuellement, pour alerter l'opinion, pour communiquer sur ces maladies-là et leurs facteurs de risque. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, un terme important. Ces maladies ne sont pas dues à une seule chose. Elles sont dues à une conjonction de facteurs. Les facteurs de risque sont multiples. Et parce que ces facteurs de risque sont multiples, c'est important de les connaître, puisqu'ils vont avoir pour effet de se manifester par des maladies en apparence différentes. Oui. Je dis bien en apparence, puisqu'en réalité, il y a des ponts entre ces maladies-là. Si vous considérez le diabète, vous considérez l'hypertension, vous considérez les maladies cardiovasculaires, vous considérez les cancers, vous considérez les affections respiratoires chroniques, les facteurs qui créent ces maladies-là sont les mêmes. Oui. C'est effectivement ceux que vous avez cités: l'alimentation inappropriée, l'obésité, l'inactivité physique, la consommation du tabac sous toutes ses formes. Voilà un certain nombre de facteurs qui vont créer des maladies en apparence différentes, comme j'ai dit, et pour lesquelles cependant il y a des liens. Donc quand on en a une, il faut rechercher, et souvent l'autre n'est pas loin. Voilà pourquoi les pouvoirs publics ont décidé de mettre ensemble ces pathologies-là, sur la base du fait que leurs facteurs de risque sont les mêmes,
pour tenter de combattre ces facteurs de risque au sein de la population. Là, pourquoi on parle de maladies non transmissibles. D'accord. Alors, quand on parle de maladies non transmissibles, parfois on est amené à se poser la question de leur impact socio-économique. Alors, qu'en est-il de ces maladies non transmissibles? Effectivement, ce sont des maladies qui coûtent cher autant en termes de coûts, en termes de finances, qu'en termes de conséquences sociales. Ces maladies ont pour caractéristique d'avoir une fréquence qui va augmenter avec l'âge. Et donc, elles touchent bien souvent des jeunes adultes, des personnes un peu plus âgées, la cinquantaine, la soixantaine, qui sont, on va dire, au maximum de leur expérience professionnelle, qui donnent à ce moment-là le meilleur d'eux-mêmes dans leur profession. Ce sont des personnes qui souvent sont chefs de famille, mères de famille, et qui, lorsque ces maladies-là leur arrivent et leur créent un handicap ou les tuent, ont un impact bien plus important que, par exemple, le décès d'un enfant plus jeune. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons indues, mais le coût économique de ces maladies-là est bien plus important aujourd'hui, leur poids est bien plus important dans les pays en voie de développement. Elles ont un impact tel sur le développement de nos pays que le système des Nations Unies a reconnu leur importance en leur accordant une session spéciale, c'était en septembre 2011, consacrée exclusivement au diabète et aux maladies non transmissibles. C'était la deuxième fois que le système des Nations Unies, l'Assemblée générale plus exactement à New York, se réunissait autour d'un problème de santé. La première fois, c'était il y a une dizaine d'années lorsque l'épidémie du sida est apparue, et à l'époque aussi c'était pour tirer la sonnette d'alarme et dire attention, il y a une pathologie qui est là, qui menace le développement, voire même le fondement même de l'économie d'un certain nombre de pays, et pour lequel la communauté internationale et les pays ont besoin de se mobiliser. Il y a donc 3 ans, c'était en septembre 2011, notre pays était représenté par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. J'ai eu l'honneur de faire partie de cette délégation. Nous avons participé aux travaux de la session des Nations Unies consacrée à l'impact du diabète et des maladies non transmissibles. La communauté internationale prenait conscience de ce que ces maladies-là représentent un risque pour le développement de nos pays. Et donc, quand quelqu'un a une de ces maladies, quand quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral, une paralysie de la moitié du corps, un coma diabétique, une amputation, ou quand quelqu'un a une dialyse, une insuffisance rénale, ce sont des pathologies tellement lourdes que si la personne n'y laisse pas sa vie, même quand elle survit, les coûts de la santé, les coûts directs qu'il faut payer pour les examens, pour le suivi, etc., sont tels qu'en général, ça ruine la famille. Ça ruine donc d'une manière globale la société. On ne peut pas compter aujourd'hui le nombre d'évacuations sanitaires que l'État ou les familles directement consentent pour ces maladies-là, pour amener des personnes se soigner à l'étranger, parce que la complexité des soins qu'il faut mettre en œuvre lorsque ces maladies atteignent le stade de complication est très importante et on ne peut pas y faire toujours face dans notre pays. Quelle que soit la maladie que vous prenez le diabète avec les problèmes de risque de plaie diabétique, justement, nous allons en parler tout à l'heure, c'est quelque chose de très sérieux. Vous prenez l'hypertension avec les risques d'accidents vasculaires cérébraux, vous prenez les maladies cardiovasculaires avec les risques de crise cardiaque, il faut faire des coronarographies, il faut aller dilater les artères coronaires, il faut mettre des stents. C'est quand même quelque chose de très complexe, de très spécialisé, de très coûteux. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette campagne-là de mobilisation, avec nos partenaires des Lions Club, nous souhaitons alerter l'opinion. Et c'est pour ça que nous sommes même venus dans votre média ici pour proposer un dépistage gratuit. Alors, vous avez parlé de l'impact. On a l'impression que c'est un cercle vicieux de la pauvreté. Les pays à revenus faibles ou intermédiaires, donc pauvres, la maladie est coûteuse et ça les ruine davantage. Exactement. Alors, ce qui veut dire que
les moyens de prévention sont très importants. Alors. Absolument. Alors, nous allons parler des moyens de prévention de ces maladies non transmissibles. Fort heureusement, comme je vous ai dit, ces maladies sont dues à des facteurs identifiés, bien identifiés et bien connus. Il y a dans ces facteurs certains qu'on peut contrôler et puis d'autres qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Il y a des facteurs qui sont Modifiables et puis d'autres qu'on ne peut pas modifier. On va commencer par ceux qu'on ne peut pas modifier. Il y en a deux principalement, c'est l'âge. Ces maladies ont leur fréquence qui augmente avec l'âge. Donc plus vous prenez de l'âge, plus vous êtes à risque d'avoir de l'hypertension, du diabète, un problème au cœur, etc. Oui. Ces maladies sont également liées à l'hérédité. Si dans la famille, il y a quelqu'un qui a le diabète, père, mère, frère, sœur, alors il y a plus de risques que vous ayez le diabète. Si dans la famille, il y a quelqu'un qui a de l'hypertension, une maladie cardiovasculaire, il y a plus de risques. Si dans la famille, il y a du cancer, que ce soit du cancer de la prostate, du cancer du sein, cancer, etc., de l'utérus, il y a plus de risques pour les personnes de cette famille-là. Donc, il y a une part d'hérédité. Ces maladies-là ne sont pas transmissibles dans le sens de dire elles ne sont pas contagieuses, Oui. mais elles ont une part d'hérédité. Donc, il y a des familles dans lesquelles ces problèmes sont plus fréquents. Lorsqu'on prend de l'âge, ou lorsqu'on vient d'une famille qui a ces maladies-là, alors il faut faire un peu plus attention que les autres à contrôler les facteurs modifiables. Heureusement, ce sont les plus nombreux. Les facteurs modifiables, je voudrais commencer par l'alimentation. Oui. Nous savons aujourd'hui de manière certaine que avoir une alimentation appropriée, adaptée, permet de prévenir la totalité des maladies dont on parle là. Si vous mangez moins gras, si vous mangez moins salé, si vous mangez moins sucré, si vous avez une consommation modérée, voire pas du tout de consommation en boissons alcoolisées, si vous ne fumez pas, alors si vous mangez des fruits et des légumes, vous vous protégez de toutes ces maladies-là. Malheureusement, les enquêtes que nous avons faites en Guinée montrent que la population guinéenne a une faible consommation de fruits et de légumes. Les fruits sont perçus comme étant un aliment qu'on prend au hasard, hors du repas, pas totalement intégré au repas, ce qui devrait être le cas. Les légumes ne sont pas suffisamment consommés. Ils coûtent un peu plus cher en moyenne que le riz et la sauce habituelle. Dans la sauce, souvent, il n'y a pas de légumes. Les crudités ne sont pas beaucoup utilisées, alors que ce sont des aliments qui sont porteurs de santé, qui vous aident à maintenir votre santé, à réduire les risques de cancer, à réduire les risques d'obésité, à réduire les risques d'hypertension, à réduire les risques de diabète. Voilà pourquoi ces aliments doivent être l'objet de promotion. Il faut que nos compatriotes prennent l'habitude de manger sans avoir forcément besoin de mettre le feu. Ce n'est pas tous les aliments cuits, ce n'est pas les aliments cuits simplement qu'il faut imaginer comme consommables. Oui. On doit pouvoir manger des aliments crus, des crudités, des légumes. Donc voilà pour ce qui est de l'alimentation. Le deuxième facteur modifiable, c'est l'activité physique. Sur les enquêtes que nous avons, chez les adultes, c'est plus de 60% des adultes qui ne font strictement aucune activité physique. Aucune. Même pas la marche, à plus forte raison, la course, la gymnastique, etc. Or, on sait que le fait de faire de l'activité physique, ça va prévenir les risques d'obésité, ça prévient les risques de maladies cardiovasculaires, ça réduit les risques de diabète. Donc, c'est quelque chose de positif. Il faut pouvoir valoriser, encourager, il faut promouvoir la pratique de l'activité physique à tous les âges. Chacun doit pouvoir faire de l'activité physique en fonction de son état de santé. Le troisième élément, c'est le tabac. On savait depuis très longtemps que le tabac est une substance qui augmente les risques de cancer, de tous les cancers d'ailleurs, pas que les cancers simplement des voies respiratoires ou du tube digestif. Oui. C'est tous les cancers dont la fréquence est augmentée par le tabac. On sait que le cancer va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Le tabac. Le tabac. Oui. De manière plus récente, on sait que
tabac va avoir des effets d'amplification des risques de diabète. Donc voilà quelque chose qu'il faut combattre. Donc il faut limiter la publicité. Il faut protéger les plus jeunes du tabac. Il faut interdire la publicité du tabac vis-à-vis des plus jeunes. Il faut éviter que les firmes du tabac n'aient accès aux écoles, aux lycées, pour proposer aux jeunes d'apprendre à fumer. Et il faut que nous ayons les lois nécessaires pour permettre de protéger la population du tabagisme passif. Parce que vous savez que quand vous fumez, vous avez un risque que vous prenez vous, oui. Mais quand vous enfumez votre entourage, cela constitue un risque aussi. Voilà un ensemble de mesures qui peuvent réduire l'ampleur de ces facteurs de risque-là. Si on prend le fait que je vous disais tout à l'heure dans l'alimentation, la réduction de la part de sel, manger moins salé. Vous savez, comme moi, aujourd'hui, dans les sauces, les ménagères qui sont celles qui font le plus la cuisine ont tendance à avoir la main lourde sur le sel. Oui. Or, on sait que plus une population a un apport en sodium élevé, plus les risques d'hypertension sont là. Donc, il appartient au pouvoir public, aux médias, à la société civile, à toutes les composantes de la société, de se mobiliser pour sensibiliser progressivement nos concitoyens à ces risques-là, qui explique pourquoi les maladies dont nous parlons aujourd'hui progressent à une vitesse plus importante. Qu'en est-il de l'abus nocif de l'alcool? Je voudrais commencer par dire que contrairement à ce qu'on entend par-ci par-là, l'alcool n'a strictement aucun effet bénéfique pour la santé. Ça, c'est un point très clair. Il n'y a aucune raison de faire la promotion de l'alcool pour améliorer sa santé. Ceci n'est pas juste au plan scientifique. Si maintenant, pour des raisons de convenance individuelle, de choix individuel, une personne décide d'avoir une consommation de boissons alcoolisées, alors il faut en limiter la quantité. Il faut avoir une consommation modérée, la plus modérée possible, parce que l'usage abusif de l'alcool s'accompagne d'un certain nombre de risques, plus grand risque de cancer, plus grand risque de diabète, plus grand risque d'obésité, etc. Et il y a des situations médicales, des situations même physiologiques, tout simplement, dans lesquelles l'alcool est strictement interdit. C'est strictement interdit pendant la grossesse, c'est strictement interdit pendant l'allaitement, c'est strictement interdit pour les mineurs également. Il faut savoir que parmi ces facteurs de risque-là, il y a certains qui ont un effet multiplicateur de l'autre, entre le tabagisme et l'alcoolisme. Vous avez tout à fait raison. Tous ces facteurs de risque, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, si le fait de fumer, ce n'est qu'un exemple, va multiplier par 2 le risque d'avoir un infarctus du myocarde ou une crise cardiaque, et le fait, par exemple, de l'inactivité physique va multiplier par 3 le risque d'infarctus, si vous avez les 2 facteurs, vous n'avez pas 3 plus 2 plus 3, 5 fois plus de risque, vous avez 2 fois 3, 6 fois plus de risque. Et s'il y a un autre, ça va aussi le multiplier. Donc ces facteurs de risque se multiplient dans leur effet d'amplification des risques de maladie. Vous avez tout à fait raison de le signaler. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes le chef du service de diabétologie à l'hôpital national d'Anka. Oui. Nous allons plutôt nous accentuer sur le diabète. Oui. Qu'est-ce que c'est que le diabète et quels en sont les principaux types? Alors, le diabète, expliqué de manière simple, c'est une maladie dans laquelle nous avons trop de sucre dans le sang. Oui. Trop de sucre dans le sang, cela traduit le fait que l'organisme, le corps, a perdu sa capacité à contrôler, à réguler le taux de sucre. Il a perdu cette capacité à contrôler le taux de sucre dans les limites de la normale. Voilà pourquoi il va y avoir de l'hyperglycémie. Donc, trop de sucre dans le sang. On peut, de manière schématique, dire qu'il y a, on va dire, 4 types de diabète. Il y en a bien plus, mais pour simplifier, oui, on va dire qu'il y en a 4 types. Il y a le diabète d'abord de grossesse. Ça va être un diabète qu'on va observer pendant la grossesse et qui va disparaître à l'accouchement. Oui. Ce diabète se reconnaît à ce que les femmes vont mettre au monde, vont accoucher de bébés de 4 kg et plus.
Donc des bébés qui ont un gros poids à la naissance, ce que les médecins appellent la macrosomie. Oui. Lorsqu'une femme fait un bébé de 4 kg et plus à la naissance, c'est que probablement cette femme a eu pendant la grossesse du diabète de grossesse qui est passé inaperçu. C'est quelque chose qui mérite d'être connu parce que lorsqu'on a eu du diabète de grossesse, alors on est à risque de diabète tout court dans les années qui suivent. Oui. Le deuxième type de diabète, on va dire que ce sont les diabètes secondaires. Les diabètes qui sont dus à une cause identifiable qui va expliquer pourquoi le diabète va apparaître. Et parmi ces causes identifiables, il y a des causes médicales, des maladies, notamment les maladies du pancréas. Le pancréas, c'est une glande que nous avons à l'intérieur du ventre qui fabrique une hormone qu'on appelle l'insuline. Oui. Ce pancréas peut être atteint de maladies et donc avoir son fonctionnement qui va être altéré. Il ne va pas notamment pouvoir produire une hormone qu'on appelle l'insuline. Et le manque de production d'insuline ou l'inefficacité dans la production de l'insuline va entraîner le diabète. Ces maladies, ce sont, on va dire, les pancréatites chroniques. Et dans les pancréatites chroniques, il y en a de plusieurs sortes, mais il y a notamment les pancréatites chroniques dues justement à la consommation d'alcool. L'alcool est capable de créer une pancréatite chronique, qu'on appelle la pancréatite chronique alcoolique, qui va créer le diabète. Il y a toujours dans ce troisième groupe, dans ce deuxième groupe dont nous parlons de diabète, les diabètes secondaires, les diabètes dus aux corticoïdes. Les corticoïdes, ce sont des médicaments que les médecins utilisent pour soigner des maladies de la peau, et dans ce cas, on les utilise sous forme de crème, ou des maladies générales, et dans ce cas, on avale les comprimés. Malheureusement, il y a des personnes qui décident d'utiliser ces produits-là dans des indications qui ne sont pas des indications médicales, dans des usages qui ne sont pas des usages décidés par le médecin. Il y a notamment des femmes qui utilisent ces comprimés pour prendre du poids, parce qu'on sait que dans les effets secondaires des corticoïdes, il y a la prise de poids. Oui. Elles recherchent la prise de poids, elles avalent des corticoïdes et évidemment ça fait prendre du poids. Cette prise de poids peut s'accompagner évidemment de diabète. Et puis il y a aussi des femmes qui utilisent ces crèmes-là sur la peau pour se dépigmenter la peau, pour la blanchir. Et on sait que ça va entraîner un risque également d'obésité, mais d'hypertension et de diabète. Donc voilà quelques exemples de diabète secondaire, le deuxième groupe. Oui. Premier groupe, diabète de grossesse. Deuxième groupe, diabète secondaire. Et puis il y a deux autres diabètes dans lesquels, dans le premier cas, c'est le diabète, on va dire, de l'enfant, le diabète qu'on appelle de type 1. Oui. C'est un diabète dans lequel le corps va arrêter de fabriquer de l'insuline. Donc il n'y a plus d'insuline dans le corps de l'enfant n'en fabrique plus, manque d'insuline, et la seule manière de sauver les enfants qui ont ce type de diabète, c'est de leur donner ce qui manque, leur donner de l'insuline, et cette insuline va être utilisée sous forme d'injection, oui, qu'on va mettre sous la peau. Ce sont des petites piqûres à faire sous la peau. Et puis il y a le dernier type de diabète qu'on observe chez l'adulte, qu'on appelait auparavant le diabète gras, ou le diabète de l'adulte, le diabète de la maturité, qui est le plus fréquent. C'est au moins 90% du total des diabètes. Et ce diabète de la maturité et de l'adulte-là, c'est celui-là qui est dû à tous les facteurs de risque dont on a parlé là. L'obésité, l'inactivité physique, le tabac, la mauvaise alimentation, voilà. Et c'est ce diabète le plus fréquent là qu'on peut effectivement prévenir en améliorant l'alimentation, en améliorant l'activité physique, en empêchant de fumer. Dans les autres cas, ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Et notamment, dans le cas du diabète de l'enfant, j'insiste, ce n'est pas parce que les enfants ont mangé trop sucré qu'ils deviennent diabétiques. Ils deviennent diabétiques parce que leur corps a arrêté de fabriquer de l'insuline. D'accord. Alors, vous recevez le plus souvent les patients à quel stade? À des stades malheureusement de complications. Alors, quelles sont ces complications-là? Alors, le plus souvent, si vous faites le tour dans le service, vous le constaterez, nous avons des patients qui arrivent dans le coma ou en état de perte de connaissance parce que leur diabète n'a pas été trouvé à temps, ils arrivent, ils n'arrivent plus à tenir sur leurs jambes, voilà, ils perdent connaissance ou ils sont carrément dans le coma. Et malheureusement, quand un patient arrive dans le coma, si le coma est très profond, les
on ne peut pas garantir à 100% qu'on peut sauver ce patient-là. Oui. Et puis, il y a un deuxième groupe de complications c'est tous les patients qui arrivent avec des plaies au niveau du pied, tous les pieds diabétiques. Ces patients-là arrivent dans un contexte de gangrène, de sepsis important. Il n'y a plus de circulation dans la jambe. La jambe, les tissus sont morts. Il y a une nécrose qu'on voit. Il y a une infection, beaucoup de fièvre. Et ce sont des malades qui, malheureusement, sont parfois obligés d'être amputés. Oui. Ils sont obligés d'amputer le membre pour leur permettre de vivre. Et malheureusement, de temps en temps, ils ne supportent pas ces interventions-là, où ils meurent même du choc de l'infection avant même de pouvoir être soignés. Ce sont notamment ces complications de lésions au pied Oui. qui ont été le facteur déclenchant pour que nos partenaires des Lions Club décident de lancer cette grande campagne-là de mobilisation qu'on appelle le Téléthon Diabète, Oui. pour alerter l'opinion, pour mobiliser l'opinion, pour essayer de lever des fonds, pour permettre de réunir dans un même espace tout l'équipement nécessaire, toutes les compétences nécessaires pour donner le maximum de chances à ces patients-là d'être sauvés, de sauver leurs jambes. Et nous voulons profiter pour développer la partie ambulatoire dans leur suivi, pour faire en sorte qu'on puisse, dans l'ensemble des diabétiques qui nous sont confiés, qu'on puisse sélectionner ceux qui sont plus à risque de développer ces lésions-là pour leur faire une éducation ciblée et leur permettre d'éviter l'apparition de ces complications. Alors, vous parlez du Téléthon qui a été lancé le 31 janvier dernier, Oui. et qui va se poursuivre jusqu'au 28 février, qui consiste à lever des fonds pour équiper l'unité de prise en charge du pied diabétique. Alors, le Lions Club a rénové cette unité-là. Oui. De quel équipement on a besoin réellement? Alors, on a besoin de tous les équipements spécialisés pour explorer et prendre en charge les lésions du pied. On a besoin d'équipements pour regarder à quel point les vaisseaux sanguins sont bouchés quand il y a ces lésions-là au niveau du pied. On a besoin d'équipements pour mesurer à quel point les nerfs sont atteints, ce qui explique pourquoi ces lésions-là s'aggravent, parce que les patients ont perdu la sensation. Oui. On a besoin d'équipements pour estimer le niveau d'amputation le plus approprié pour éviter d'avoir à refaire des amputations les unes après les autres, parce qu'on a du mal à situer l'endroit du pied ou de la jambe où il faut faire l'amputation pour être sûr que la cicatrisation va se faire. Malheureusement, il y a un certain nombre de patients pour lesquels, et ça c'est extrêmement difficile sur le plan psychologique, pour lesquels nos collègues chirurgiens font une première amputation, ça ne cicatrise pas à ce niveau, il faut reprendre l'amputation plus haut pour donner plus de chances de cicatrisation. Et nous avons besoin de toute une série d'équipements pour détecter les troubles de la pression au niveau du pied. Quand on pose le pied, les diabétiques peuvent avoir des atteintes des nerfs qui modifient les points de pression du pied. Nous avons besoin d'équipements pour mesurer la modification de ces points de pression, pour leur faire des conseils les plus adaptés en termes de chaussures, pour éviter que ces parties qui sont l'objet d'une surpression anormale aboutissent à la création d'une lésion et donc finalement de problèmes plus importants. Donc nous avons besoin vraiment de toute une série, à la fois d'équipements pour bien poser le diagnostic, bien comprendre qu'est-ce qui se passe, d'équipements, je ne vous en ai pas parlé jusqu'ici, pour mieux soigner, mais également d'équipements pour détecter les patients qui sont plus à risque de développer ces lésions-là et leur proposer des solutions. Donc vous voyez que ce sont des soins assez spécialisés. Dans l'unité pied diabétique, nous avons des diabétologues, nous avons des chirurgiens, nous avons des anesthésistes, nous avons des podologues. C'est vraiment des soins d'une grande technicité, regroupés dans un même espace pour permettre d'offrir la meilleure qualité de soins. Mais est-ce qu'il y a certains de ces équipements au centre là-bas?
Pour l'instant, non, justement. On va faire en sorte de les avoir D'accord. dans le cadre de cette mobilisation. Avant d'arriver à ces complications-là qui demandent assez de coûts, donc il est nécessaire que beaucoup plus d'actions soient faites dans le cadre de la prévention. Absolument. Et justement, dans le cadre de ce téléthon-là, vous passez dans plusieurs endroits pour faire le dépistage. Alors, quelle est l'importance de faire le dépistage très rapidement? Alors, très rapidement, on fait du dépistage, c'est pour alerter. C'est pour alerter et malheureusement partout où nous sommes passés, quand on fait ce dépistage-là, croyez-moi, Monsieur Lama, on trouve toujours des patients en situation critique, des personnes qui ont des tensions très élevées, des personnes qui ont des niveaux de taux de sucre extrêmement élevés et qui ont besoin pour certains d'ailleurs d'être hospitalisés en urgence, alors qu'ils ignoraient qu'ils étaient malades. Donc l'objectif principal, c'est de détecter des personnes malades pour leur permettre de se soigner avant qu'il n'ait des complications. Le deuxième objectif, parce qu'on regarde les facteurs de risque, c'est d'alerter les personnes qui sont porteuses de facteurs de risque pour leur prodiguer des conseils et leur éviter d'en arriver à la maladie. Et ce que nous attendons des personnes dépistées, c'est qu'elles en parlent autour d'elles, dans leur famille, pour alerter. Et ainsi, progressivement, la bonne information va circuler au sein de la communauté et tout le monde sera prévenu de la manière dont on reconnaît le diabète, de la manière dont on peut reconnaître l'hypertension, de la manière surtout dont on peut se prémunir de ces maladies-là. Alors, il y a beaucoup d'idées fausses autour du diabète. Vous êtes sur ce plateau d'Eva Santé. Quelques-unes d'elles que vous entendez souvent, notamment sur le régime antidiabétique. Alors, je voudrais commencer d'abord par une des idées les plus dangereuses. Oui. C'est l'idée de dire qu'on peut guérir le diabète. Malheureusement, Monsieur Lama, il y a beaucoup de médias qui ouvrent de manière très complaisante leur antenne, leur micro à des charlatans, puisque c'est le terme vraiment qui convient, qui font de la publicité mensongère pour déclarer à la population qu'ils peuvent guérir ces maladies-là. Comme vous l'avez dit à l'introduction de cette émission, ce sont des maladies chroniques. Ce ne sont pas des maladies qu'on guérit aujourd'hui. Le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies qu'on contrôle. Quand on les contrôle bien, on peut vivre toute sa vie et mourir d'autre chose, puisque un jour, il faudra bien mourir. Oui. Il y a donc ces publicités mensongères-là qui font beaucoup de dégâts au sein de la communauté. Parce que nous avons constaté, dans mon service à Donka, des enfants diabétiques qui sont morts des conséquences de ces publicités mensongères-là. Les gens ont pensé, les familles de ces enfants ont pensé, ont cru à ce que les charlatans leur ont dit. Ils ont arrêté les traitements de ces enfants-là, ils ont arrêté les piqûres de ces enfants sont retombés en hyperglycémie, dans le coma, et certains sont morts au domicile, et d'autres à l'arrivée à l'hôpital. Oui. Donc, je pense que dans les fausses idées, dans les idées à combattre, celles-ci en font partie. Nous devons tous veiller à ce que l'information qui est diffusée soit une information valide. Et qu'on essaie vraiment de limiter l'information qui peut créer des problèmes et qui n'est pas juste au plan scientifique. Dans les autres fausses idées, il y a l'idée de dire que chez un enfant, le diabète est dû au fait que l'enfant consomme du sucre. Non, le fait de laisser les enfants consommer des boissons sucrées ou des sucreries de manière inappropriée, ça va augmenter le risque d'obésité chez cet enfant, ça va lui préparer la survenue peut-être d'obésité, d'hypertension, de diabète, mais à son âge adulte, pas dans l'enfance. Le diabète de l'enfance est dû à une maladie auto-immune qui n'a rien à voir avec les questions de consommation de boissons sucrées. Dans les choses également qu'on entend, les diabétiques il ne faut pas manger dans le même bol qu'une personne diabétique, vous risquez d'attraper la maladie, c'est archi faux. Il ne faut pas épouser une personne diabétique, vous risquez de devenir diabétique vous-même, tout cela n'est pas du tout justifié. Il y a vraiment beaucoup de fausses idées, de croyances autour de cette maladie-là. Il y a l'idée aussi de penser que c'est parce que vous avez bu du coca aujourd'hui, ou n'importe quelle autre boisson sucrée, ou soda, que demain vous allez avoir votre diabète. Ce qui arrive souvent, c'est que le fait de boire ces boissons sucrées à l'excès va révéler un problème qui était déjà là. Parce qu'évidemment, quand l'organisme n'arrive pas à contrôler le taux de sucre, si vous avez une boisson
sucré, vous allez accentuer cette hyperglycémie. Ce taux de sucre sera bien plus élevé et deviendra plus évident. Il va s'exprimer, se manifester. Et ces manifestations, c'est uriner beaucoup, donc des quantités d'urine assez importantes, de nuit comme de jour, et puis se déshydrater, avoir la soif et avoir envie de boire. Donc le couple uriner beaucoup et boire beaucoup est très évocateur d'hyperglycémie, donc de diabète. D'accord. Et puis l'amaigrissement qui peut s'ensuivre. Absolument, absolument. Quand l'amaigrissement commence, il faut s'inquiéter parce que ça signifie que les choses se sont vraiment dégradées. D'accord. Aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Eva Santé. Nous parlons ce soir de maladies non transmissibles et du diabète avec le professeur agrégé Nabi Moussa Baldé. Il est le chef du service de diabétologie à l'hôpital national d'Onka. Il est le coordonnateur du programme maladies non transmissibles. Professeur, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, quel est le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier de nous inviter et de nous permettre de passer des messages, d'alerter nos concitoyens sur des maladies qu'on ne connaissait pas bien avant, des maladies qu'on pensait rares, des maladies qui sont fréquentes, qui sont dans la communauté, des maladies qui sont chroniques, des maladies qui peuvent exister sans symptômes, des maladies qu'il faut rechercher systématiquement quand on a pris de l'âge, des maladies qu'il faut rechercher systématiquement quand on a dans la famille des personnes qui sont porteuses de ces maladies-là. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis venu sur ce plateau-là pour échanger avec vous. J'espère que nous avons pu ensemble éclairer nos concitoyens sur les enjeux de ces pathologies-là, sur les risques qu'ils constituent lorsqu'on les méconnaît et qu'ils évoluent jusqu'au stade de complication, mais aussi et surtout sur la manière dont les individus, les familles, la société globalement peut prendre conscience de ce qui cause ces maladies-là et essayer progressivement de contrôler ces facteurs de risque pour préserver la santé de la population. Nous appelons les Guinéens à la générosité, à aider les personnes malades qui souffrent du pied diabétique au niveau de l'hôpital d'Onka. Les travailleurs et responsables de ces entreprises étaient fortement mobilisés pour la circonstance. Ils encouragent tout le monde à soutenir le Téléthon. Alors, nous sommes à quelques jours de la fin du Téléthon. Un message dans ce cadre-là? Alors, le Téléthon, c'est plusieurs choses. Fondamentalement, d'abord, c'est un appel à la solidarité. Et j'invite vraiment nos concitoyens à faire preuve de générosité, de solidarité. La solidarité, ça fait partie de la devise de notre pays. C'est travail, justice et solidarité. Nous devons être solidaires de nos concitoyens qui sont aujourd'hui dans la maladie, qui ont des conditions aujourd'hui d'accès aux soins ou de qualité de soins qui peuvent poser question. Nous avons besoin de nous mobiliser pour témoigner de notre solidarité vis-à-vis de ces concitoyens en difficulté. Le Téléthon, c'est aussi toute cette campagne de mobilisation, de communication. Et je voudrais en profiter pour remercier vraiment tous les médias, publics, privés, qui ont accepté d'accompagner ce Téléthon pour profiter, expliquer ce que nous souhaitons passer comme message, relayer ce message-là, mobiliser la communauté de manière plus générale. Et j'espère vraiment que le Téléthon sera un succès, que nous allons faire preuve de générosité, que nous allons comprendre davantage les enjeux de ces maladies-là pour pouvoir mieux y faire face. D'accord. Merci, professeur Baldé, d'être venu sur ce plateau. Merci, monsieur Lama, ça a été un plaisir. Aimables téléspectateurs, c'est la fin de votre émission Eva Santé. À la semaine prochaine pour d'autres sujets de santé.